webinaire Pacte Nouveau Départ. Le 7e dernier, le PAL, il s'agit aujourd'hui d'intervenir sur la stratégie des agresseurs et le continuum des violences. On a souhaité, en lien avec la MIPROF, terminer ce cycle peut-être un peu moins abordé, mais de plus en plus, cela dit, parce qu'il nous avait semblé important d'essayer de faire un large tour sur cette question des violences au sein du couple et de notre point de vue, il ne fallait pas oublier les auteurs. Donc, tout d'abord, je vais commencer à m'excuser par rapport à l'action de Madame Guimiri qui a été contrainte par un agenda un petit peu aléatoire aujourd'hui désolée de ne pouvoir être là à ce dernier webinaire. Je sais, je vous partage. Elle aurait vraiment aimé être parmi nous. J'en profite, même si on fait ça peut-être plus à la fin, pour remercier d'ores et déjà l'ANI Prof avec qui on a eu plaisir à constituer le travail. On a tenu la cadence parce qu'on a essayé de tenir effectivement ces 7 webinaires un par mois. Et un grand merci à Madame Maracineanu, la secrétaire générale, qui a participé et contribué grandement à atteindre nos objectifs de créer ce cycle de webinaire et plus particulièrement, bien sûr, à l'équipe de la MIPROF. Cathy, une mention spéciale pour toi, vous allez comprendre pourquoi, mais tous ceux qui sont déjà connectés savent très bien maintenant comment Cathy anime ces webinaires avec brio, et donc on voulait vraiment le spécifier. Pour je ne serai pas beaucoup plus longue, mais pour cette thématique sur les agresseurs, on accueille aujourd'hui, et je les remercie, en cette fin d'année très contrainte pour les uns et les autres, donc le SCIP, monsieur Dominique Tanguy, le directeur du SCIP, Jean-Claire, psychologue au SCIP, et également Lise Gauthier, responsable de service au BDI, qui vont pouvoir nous partager leur expérience justement sur toutes les thèmes en termes d'accompagnement des agresseurs. Donc, n'hésitez pas à questionner tout au long de ce webinaire pour devenir possible. Un dernier point peut-être pour vous remercier aussi toutes et tous de votre participation comme d'habitude, parce qu'il y a des sujets qui sont aussi importés, toujours en attente, je vous appelle un petit peu avant. On sera là parce que ça commence. Donc, merci d'être tous présents. Deux chiffres peut-être. On cumule donc depuis le début de lancement de ce type de webinaire. Et puisque vous le savez bien, les webinaires sont ensuite repoussés sur YouTube et nous sommes à près de 1300 et 10 vidéos. Donc on espère, même si c'est pour l'action internationale, que ces webinaires vont continuer à être diffusés. N'hésitez pas à les diffuser largement. Et puis on verra à la fin de ce webinaire dans les sites qui sont faits pour donc, je vais laisser la parole à Cathy, dans ce webinaire, et ensuite, à vous, bon webinaire. Merci beaucoup, Élodie. J'espère que vous m'entendez bien. Merci à toutes et à tous pour votre présence aujourd'hui. Merci infiniment aux intervenants. Un grand merci au nom de toute la MIPROF à Madame Guilry qui n'est pas présente aujourd'hui mais qui l'était tout au long de cette série de webinaires. Un grand merci aussi à son équipe, à Élodie et à Emma pour l'organisation de ces webinaires qui fut un véritable plaisir pour l'équipe de la MIPROF. Pour recontextualiser peut-être un petit peu cette série de webinaires, notre mission a été sollicitée par le service du droit des femmes et de l'égalité pour former les acteurs et les actrices des territoires d'expérimentation du PAC Nouveau Départ. Nous avons donc mené plusieurs formations auprès des tiers détecteurs et des personnes relais, donc de toute la communauté du PAC Nouveau Départ, notamment dans le Val d'Oise.
Et avec, bien évidemment, l'île de la Réunion, nous avons organisé ce cycle de webinaires thématiques pour permettre à la communauté, dont vous faites toutes et tous partie, d'être outillés pour mieux repérer, mieux accompagner les victimes afin qu'elles puissent intégrer le dispositif et quitter leur conjoint violent avec leurs enfants. Au nom de Roxana Maracineanu, qui est retenue aujourd'hui à Bruxelles pour un séminaire de 2 jours sur la traite des êtres humains et qui est désolée de ne pas pouvoir être parmi nous. Et au nom de mes collègues, je vous remercie de votre assiduité et vous rappelle que tous les webinaires sont disponibles sur la chaîne MiProf du compte YouTube du ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et il me semble que c'est également disponible sur le Rezana. Élodie, tu me dis si je dis une bêtise, mais Exactement. En fait, voilà. on retransmet effectivement les liens vers les couvertures effectivement sur la plateforme Rezana, tous les liens. Exactement. Vous pourrez retrouver l'ensemble de ces webinaires que nous clôturons aujourd'hui par un webinaire particulier puisqu'il traite spécifiquement des agresseurs, de la stratégie des agresseurs, de la prise en charge de ces agresseurs. Et pour cela, nous avons des intervenants, intervenantes que je remercie infiniment qui nous font l'honneur de leur présence pour nous parler un petit peu de leur métier, de leur quotidien et de cette thématique. On va peut-être commencer par vous, Monsieur Tanguy. Vous travaillez au SPIP. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos missions et à quel stade justement vous intervenez auprès des agresseurs? Bien volontiers, merci. Je vais essayer en effet aussi brièvement possible de situer le service pénitentiaire d'insertion et de probation, qui est un service dont l'activité s'applique à l'échelon du département, et c'est le cas pour tous les SPIP de France et de Navarre, puisqu'ils en existent un par département, dans un certain nombre de situations, dans le nombre limité, nous pouvons avoir affaire à des SPIP bidépartementaux, et ça s'applique conjointement à 2 départements, à raison du fait que ces départements sont plutôt des départements ruraux et que l'administration pénitentiaire, à cette époque, n'a pas jugé absolument indispensable de départementaliser, entre guillemets, l'intervention de nos services. Et en tout cas, c'est le cas, bien évidemment, à La Réunion, où le service que je dirige, qui est donc un service déconcentré de l'administration pénitentiaire, au même titre que les prisons, c'est exactement la même administration. Et d'ailleurs, ce sont les 2 composantes de l'administration pénitentiaire, les prisons d'un côté, les services pénitentiaires d'insertion et de probation de l'autre, en sachant que l'administration pénitentiaire est l'une des 6 directions du ministère de la Justice. Donc moi, je suis un fonctionnaire du ministère de la Justice, un fonctionnaire d'État du ministère de la Justice, et je dirige donc un service qui, pour l'essentiel, consacre son activité auprès des personnes condamnées. Donc c'est le cadre pré-sententiel qui est en jeu, le post-sententiel, pardon, le cadre post-sententiel, auprès des personnes condamnées, qu'elles soient suivies en milieu ouvert ou incarcérées dans l'un ou l'autre de nos 3 établissements pénitentiaires réunionnais. Alors, pour vous donner un ordre d'idée de ce que cela représente à l'échelon du département, en milieu ouvert, nous suivons peu ou prou 3000 personnes condamnées, donc des personnes qui effectivement ont été condamnées devant le tribunal correctionnel, pour la majorité d'entre elles en tout cas, mais qui ont bénéficié d'une alternative à l'emprisonnement. Et puis, par ailleurs, distinctement, un certain nombre de personnes incarcérées au sein du centre pénitentiaire de Saint-Denis, dans des proportions d'ailleurs qui deviennent préoccupantes, au sein du centre pénitentiaire où ce qu'on appelle le numerus clausus est appliqué dans la mesure où nous avons affaire à un établissement pour peine. On ne peut pas dépasser la capacité opérationnelle de l'établissement. Et à la maison d'arrêt de Saint-Pierre, qui est un plus petit établissement, nous avons aussi malheureusement une surpopulation pénale, puisque la maison d'arrêt au sud, à Saint-Pierre, connaît peu ou prou 190 personnes incarcérées aujourd'hui. Et parmi ces publics, entre autres publics, donc des personnes condamnées, figurent notamment les auteurs de violences conjugales. Donc là, vous avez sous les yeux l'indication de la proportion, au fond, de ces auteurs de violences conjugales qui, dans des proportions peuvent varier en fonction des établissements pénitentiaires ou de nos antennes de milieu ouvert, mais qui, en toute la cause, et globalement, représentent plus d'un quart de notre public, à l'image, en quelque sorte, de ce qu'il en est du phénomène des violences conjugales
au sein de notre département, qui figure en deuxième position après le Pas-de-Calais, s'agissant des violences faites aux femmes. Donc, rien d'étonnant au fond que un grand nombre des personnes condamnées, contrôlées et suivies par nos soins sont des auteurs de violences conjugales. Voilà. Et il apparaît sur cette slide d'autres indications relatives au bracelet anti-rapprochement, mais auxquelles on a relativement peu recours sur l'île de la Réunion, les téléphones grave danger, avec une centaine qui sont en circulation aujourd'hui, et puis l'indication, mais on y reviendra, d'un certain nombre d'actions collectives à destination précisément des auteurs de violences conjugales. Merci beaucoup pour cette présentation extrêmement complète. Du coup, je me tourne vers vous, Madame Gauthier. Est-ce que vous pouvez nous parler du réseau VIF, nous présenter votre structure, son fonctionnement et les types d'accompagnement que vous proposez auprès des auteurs de violences? Bonjour à tous et à toutes. Du coup, le réseau VIF, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 2013 et qui avait une approche novatrice sur le territoire, puisque elle se centre sur les critères de grave danger et sur l'approche systémique. Le but, c'est de pouvoir accompagner toutes les parties dans la famille à transaction violente. Donc, on a un pôle victime, un pôle auteur et un pôle enfant parentalité. L'idée, c'est que nous sommes composés composé essentiellement d'éducateurs spécialisés, d'une psychologue clinicienne et d'une juriste, et donc de pouvoir échanger autour de ces trois pôles de manière systématique permet un meilleur accompagnement. Nous intervenons sur toute l'île, sur des points différents, mais sur toute l'île, que ce soit en détention, ou en ambulatoire, en militaire. Concernant les auteurs, parce que c'est le sujet de ces jours, on dispose donc de deux actions dans le cadre du pôle auteur. Le CPCA, qui est le Centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales, donc le CPCA, et le dispositif NAVIR. On reviendra dessus concernant NAVIR. Pour ce qui est du CPCA, merci. Pour ce qui est du CPCA, donc il a ouvert en octobre 2020. On propose, l'idée vraiment, c'est de pouvoir proposer un accompagnement, que ce soit contraint, donc orienté par la justice, ou volontaire, des personnes qui le souhaitent, qui en émettent le souhait, et que l'on puisse toujours faire le lien avec le pôle victime et le pôle enfant parentalité, puisque quand on accompagne auprès du CPCA, on peut également, sur le pôle victime, demander, en tout cas solliciter un TGD ou proposer un accompagnement TGD, téléphone grave danger, pour la victime. Concernant le CPCA, il y a plusieurs axes de travail. L'idée, c'est d'abord de proposer un entretien de diagnostic et d'engagement. Cela peut se faire. Je vais parler plus fort. Cela peut se faire tant par la psychologue clinicienne que par l'éducatrice spécialisée. Donc, un premier entretien pour évaluer la situation, quels sont les attendus, quelles sont les attentes. Ensuite, il y a des modalités de prise en charge convenues avec la personne en fonction du profil, de la situation de la personne et en adéquation surtout avec son suivi judiciaire, les obligations et interdictions. Et là, comme tous les CPCA de France, se joue donc deux temps. Le module socle, avec des actions de responsabilisation, notamment les stages de responsabilisation, orientés par type ou de manière générale par la justice, les groupes de parole et des ateliers et des modules complémentaires de l'accompagnement psychothérapeutique
puis une ouverture vers les partenaires locaux, que ce soit de l'accompagnement socio-professionnel, France Travail, ou médicaux, chambres, les thérapeutes, etc. Le CPCA, donc, comme je disais, il est composé de 2 modules d'action, tout en sachant que le premier module socle vise à permettre à l'auteur accompagné une prise de conscience, en tout cas tout un travail de responsabilisation et de conscientisation du passage à l'acte, ou de sa place dans les violences conjugales. Et les modules complémentaires sont déterminés vraiment en fonction des besoins de la personne, de sa situation, notamment, par exemple, des fragilités psychologiques nécessitent peut-être un accompagnement psychologique plus approfondi. Donc, structuré dans un réseau partenarial. Nous avons une équipe sur le CPCA qui est formée à la compréhension de la problématique et des mécanismes de violence au sein du couple, dont notamment le cycle, et au traitement de ces problématiques spécifiques et qui se forment régulièrement. La spécificité du CPCA de la Réunion, c'est vraiment cette approche systémique propre à les outils. Bon. Et après, on intervient donc du coup sur tout le département. Au niveau des chiffres, un petit aperçu concernant les saisines. Concernant les saisines à proprement parler résolution du notamment, nous avons 773 saisines à ce jour, puisque Résolus ne s'auto-saisit pas. C'est-à-dire que les orientations se font par les partenaires, forcément, soit l'autorité judiciaire, le SPIP, sur le pôle victime, beaucoup de partenaires médicaux, le CHOF, psychiatres en libéral, les CSG, etc. Et petite indication également, à ce jour, nous avons 194 TGD délivrés avec une flotte de 142 TGD pour les 2 recherches. Sur le CPCA, au niveau des mesures judiciaires, que ce soit les actions collectives, en tout cas concernant les actions collectives de responsabilisation, sur le 3e trimestre 2025, on a 401 mesures, alors que l'année dernière, en 2024, on en avait 595, mais sur toute l'année, donc on a une forte augmentation. Sur les partenaires, dont le SPIP à 79%, sur le dernier trimestre de 2025, on a 135 orientations, alors que l'année dernière, en 2024, sur toute l'année, on en avait 114, par exemple. Donc, c'est une nette augmentation. Personnes orientées dans un cadre judiciaire, 524 sur le 3e trimestre 2025. Et, par exemple, le nombre de saisines spontanées, 23. Donc, également en forte augmentation. Merci beaucoup pour cette présentation. Justement, vous êtes en contact très régulièrement avec des auteurs de violences au sein du couple. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous observez des mécanismes dans peut-être une stratégie, la stratégie de l'agresseur, on l'a évoqué dans les précédents webinaires. Est-ce que vous arrivez à identifier cette stratégie et comment vous aidez les auteurs à la compréhension de ces violences? En tout cas, sur le plan de Résolvif, ce que l'on peut observer, c'est 3 mécanismes en particulier. Bon, le déni, soit partiel ou total, mais c'est aussi tout ce qui se joue dans l'accompagnement auprès des auteurs, c'est de pouvoir permettre de sortir de cette posture-là, et que, par exemple, un déni qui était quand même massif puisse évoluer vers une reconnaissance des faits. Ensuite, on constate beaucoup de mécanismes de mensonge. Alors, ça aussi,
c'est tout ce qui peut permettre aux auteurs de s'inscrire dans une vision de réalité, de prendre la mesure de la compréhension aussi du passage à l'acte et du rôle qu'ils vont jouer. Et le dernier, la minimisation du passage à l'acte. Souvent, quand il y a une orientation auprès du CPCA et que le travail vient de débuter, on constate une réelle minimisation. Au fur et à mesure, les choses évoluent et ça peut sortir de ce mécanisme. Pour le relais, du coup, je suis psychologue au SPIP. Bonjour à tous et à toutes. Donc oui, s'agissant des mécanismes qu'on peut retrouver, des stratégies qu'on peut retrouver chez les auteurs de violences conjugales, je pense qu'il faut quand même rappeler la complexité de la violence conjugale, y compris chez les auteurs. Et en fait, les auteurs, c'est une population très hétérogène. On n'a pas un profil type d'auteur de violences conjugales. Et donc, forcément, il y a plusieurs mécanismes en jeu, plusieurs stratégies en jeu. Chaque personne est unique aussi. Après, ce que nous dit la littérature scientifique quand même, c'est qu'on a près, on va dire, 50 d'années de recherche scientifique sur les auteurs de violences conjugales. Et donc, ce que nous dit la science là-dessus, c'est qu'il y a quand même des axes qui se dégagent dans les modes opératoires, notamment le premier axe, c'est celui de l'impulsivité, à savoir qu'effectivement, on va, nous, du côté du SPIP, évaluer un petit peu cet acte de l'impulsivité. Il y a aussi l'axe de la dépendance affective, où on peut retrouver chez certains auteurs de violences conjugales une forte dépendance affective, on va dire, nous, dans notre jargon de psychologue, des traits à tendance borderline. Ensuite, il y a l'axe du contrôle coercitif, de la coercition, à savoir, est-ce qu'il y a justement des stratégies de domination mises en place ou pas, parce qu'elles ne sont pas systématiques dans les violences conjugales, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elles sont même plutôt minoritaires chez les auteurs, elles existent, mais elles ne sont pas majoritaires, en tout cas selon la science. Et puis, le quatrième axe, un petit peu, c'est celui de l'antisocialité. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui peuvent présenter ce que nous, on appelle en criminologie des traits antisociaux, des personnes très sujettes à l'impulsivité, dans le mépris des règles, de la loi. Pour paraphraser une collègue qui est conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation, elle dit que ce sont des personnes à la mèche courte. C'est vraiment des personnes qui vont se déclencher rapidement, déclencher de la violence assez rapidement en réponse à un événement qui, par ailleurs, est, dans la plupart des cas, anodin. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut retrouver, à mon sens, et au sens de la littérature scientifique, dans les stratégies, entre guillemets, ou plutôt la typologie des auteurs de violences conjugales, mais je rappelle quand même que c'est un public très hétérogène et qu'on n'est pas là pour les mettre dans des cases et on est là aussi pour comprendre la complexité du passage à l'acte, la complexité de la personnalité, de leur parcours, etc., pour les prendre en charge et les accompagner. J'ai mis des tableaux en slide, je ne sais pas si c'est à ce moment-là que ça apparaît. Voilà, donc en fait, vous avez deux modèles qui sont consensuels dans la littérature scientifique. Donc, je vous ai mis le modèle de Johnson. C'est un sociologue, un éminent chercheur américain qui travaille à l'université de Pennsylvanie, qui est une des plus grandes universités des États-Unis. Et donc, ce modèle-là est vraiment consensuel, c'est-à-dire que c'est vraiment le modèle qu'on utilise consensuellement quand on aborde les auteurs de violences conjugales. Et c'est un modèle sociologique qui montre qu'il y a 4 formes de violence conjugale, en fait. Et donc, il y a finalement une violence plutôt, on va dire, modérée à légère, qui va plutôt apparaître voilà, dans des conflits de couple. Il y a ce que lui, il appelle le terrorisme intime, qui va rejoindre la notion de contrôle coercitif. D'ailleurs, pour information, les pays qui ont criminalisé le contrôle coercitif, certains pays ont criminalisé, c'est-à-dire que maintenant, le contrôle coercitif, on peut être condamné quand on repère du contrôle coercitif dans certains pays, notamment au Royaume-Uni, certains États de l'Australie, bientôt le Canada, l'Espagne également. Donc, c'est ce profil-là, c'est le terrorisme intime, où là, la violence va être unidirectionnelle. Il y a vraiment une stratégie de domination du partenaire sur l'autre. Dans cette forme-là de violence, clairement, ce que nous dit la science, c'est que le risque de récidive est très élevé et le risque de féminicide est également très élevé
quand on repère du contrôle coercitif. C'est pour ça que certains pays ont préféré légiférer sur cette thématique-là. Ensuite, il y a le troisième modèle qui est ce que l'auteur appelle la violence résistante, où finalement, il va y avoir une violence des deux côtés, mais plutôt une violence défensive de la part du partenaire qui est violenté justement, souvent par quelqu'un qui a un profil violent, contrôlant, coercitif. Et puis après, il dépeint également des climats de violence conjugale, où la violence conjugale, elle peut être des deux côtés, donc dans la violence réciproque. Ce qui est intéressant dans ce modèle et ce qu'il faut retenir, c'est que ça montre les axes dont je parlais au tout début, c'est que ça montre aussi la complexité de la violence conjugale et ça montre également que tout ce qui est contrôle coercitif, terrorisme intime, reste quand même la part mineure des auteurs, chez les auteurs en tout cas que l'on accompagne. Et après, vous avez le second tableau qui est le second modèle scientifique pour expliquer la violence conjugale, qui est celui de deux chercheurs américains, là encore, une chercheuse d'ailleurs et un chercheur, qui est vraiment un modèle très intéressant, très, très criminologique, très, très psychologique, où eux, en gros, ils dépeignent quatre types, quatre profils, on va dire, d'auteurs de violence conjugale. Tout est en anglais, c'est issu de la littérature anglophone, mais en gros, ils vont dépeindre le premier profil qu'ils appellent le family only, qui rejoint un petit peu le modèle de Johnson que j'expliquais précédemment, où là, la violence va être limitée au cercle familial, avec une sévérité plutôt faible, avec un bon pronostic, c'est-à-dire peu de risque de récidive. Ensuite, ils ont le profil qu'eux, ils appellent le low-level antisocial. Donc ça, c'est vraiment où on va repérer chez l'auteur de violence conjugale des traits antisociaux, mais plutôt modérés, une impulsivité, des choses comme ça, où là, le risque de récidive est évalué comme modéré à élevé. Un peu plus difficile à accompagner, mais quand même possible de l'accompagner et en termes de réinsertion, possible également. Ensuite, il y a le profil qu'eux, ils appellent le profil borderline ou dysphorique, qu'on retrouve beaucoup chez les auteurs de violence conjugale, notamment ceux qui sont incarcérés pour des peines assez lourdes, où là, en fait, ce sont des auteurs qui vont être plutôt dans une violence explosive. C'est l'image d'un volcan. Tout est bouillonnant à l'intérieur et pour la moindre petite contrariété, une jupe trop courte, madame qui rentre trop tard, etc., ils vont exploser. Et souvent, dans ces profils-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une grande peur du rejet, grande peur de l'abandon. Dans le trouble borderline, on retrouve ce noyau-là de la peur du rejet, la peur de l'abandon. Donc, c'est des profils qui vont être très sensibles à la phase de rupture, notamment, où il y a des risques de passage à l'acte en cas de rupture. Voilà, ça va correspondre à ça. Là, le risque de récidive chez ces auteurs-là, il a été évalué comme plutôt élevé. Et l'accompagnement doit être vraiment spécifique sur cette problématique abandonnique, on va dire, si je dois parler un peu jargon. Et puis le dernier profil, qui heureusement est minoritaire, mais qu'on a quand même, notamment pour les personnes qui sont incarcérées pour des peines un peu plus lourdes, eux, ils appellent ça donc le GVA, mais retenez juste le profil antisocial, où là, clairement, ce sont des personnes qui vont être violentes à l'intérieur du couple, mais également violents à l'extérieur, avec souvent des casiers judiciaires très chargés, des parcours criminels très chargés, avec vraiment cette antisocialité très marquée, souvent des personnes qui ont été exposées très précocement à la violence. Vous avez eu un webinaire sur les enfants. Donc voilà, il y a des expositions à la violence conjugale, des modèles parentaux très violents. Et alors ceux-là, nous, le SPIC, on a vraiment une attention particulière sur ces profils-là, parce qu'on sait qu'ils sont à risque très élevé de récidive. Et là, la prise en charge peut être un peu plus complexe parce que antisocialité, souvent, ce sont des personnes qui sont un peu contre le système, contre les lois, contre les règles. Donc, il s'agit de faire alliance finalement au plan thérapeutique avec eux pour pouvoir essayer de les accompagner au mieux. Mais c'est vraiment, nous, on met un warning ou un red flag quand on accompagne ou qu'on évalue ce type de profil-là. J'espère ne pas avoir été trop jargonique, mais voilà, en gros, on peut retrouver des stratégies, des modèles, des typologies chez les auteurs de violences conjugales. Merci beaucoup, c'est extrêmement éclairant tout ce que vous nous dites et peut-être dans la continuité, comment vous travaillez avec ces auteurs sur la responsabilisation autour des violences pour sortir justement du déni et est-ce que vous avez des outils spécifiques pour travailler sur ça?
Oui, oui, tout à fait. On a des outils spécifiques qui sont validés scientifiquement. Donc, nous, on a un modèle qu'on utilise dans les SPIP, hein. En fait, on a un manuel, si vous voulez, qui nous donne des directives sur la manière de prendre en charge le public des probationnaires. Et donc, on a un canevas, si vous voulez, qui nous permet de bien prendre en charge et de mieux prendre en charge les auteurs de violences conjugales. Le canevas, c'est le fameux RDR. Peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. C'est le modèle du risque, des besoins et de la réceptivité. C'est-à-dire que d'abord, on va évaluer la personne, son degré, entre guillemets, si je le dis un peu trivialement, de dangerosité. Est-ce qu'il est à risque de récidive ou pas? Donc, on va évaluer la dangerosité de la personne parce qu'on sait que plus la personne est dangereuse, plus elle est à risque de récidive et plus elle va avoir besoin d'un accompagnement poussé. Ensuite, on va évaluer ce que nous, on appelle les besoins criminogènes. Les besoins criminogènes, c'est un petit peu ce que disait Madame Gauthier. On va repérer un peu les stratégies qui sont mises en place, les pensées permissives. Les pensées permissives, c'est le déni, je minimise, je justifie, j'inverse la responsabilité, je vais mettre sur le dos de ma partenaire, etc. Donc, on va repérer ces pensées-là et on va essayer de les détricoter, de les déconstruire avec des outils spécifiques. Et puis, le dernier item de ce canevas, c'est ce qu'on appelle la réceptivité. Et on en a encore peut-être plus besoin, nous, en Outre-mer, où en fait, finalement, on va s'adapter à la personne, peut-être à sa culture, à ses origines, etc. Parfois, on peut avoir des personnes qui sont déficitaires sur le plan intellectuel. On doit aussi s'adapter, évidemment, aux personnes qu'on accompagne. Mais avec ce canevas-là, le RDR, on arrive quand même à bien accompagner les auteurs. Et après, pour les outils plus spécifiques, on utilise ce qu'on appelle des ICC, donc les interventions cognitives comportementales, qui sont vraiment des exercices. On va faire des jeux de rôle avec les auteurs de violences conjugales. On va mimer des scènes de ménage, etc. On va vraiment déconstruire beaucoup de choses sur le modèle du couple, la femme, etc., etc. Et avec des outils spécifiques, plutôt des jeux de rôle, des exercices. On peut utiliser des quiz également, parce que plein d'auteurs ignorent beaucoup de choses finalement sur la violence qui est faite aux femmes notamment. Donc voilà en gros ce qu'on peut utiliser. On peut peut-être, enfin, très brièvement, le propos de Madame de Juncker en attirant votre attention sur le fait que, précisément, s'agissant d'une action qui est adossée au modèle Herbière, nous nous efforçons, dans toute la mesure du possible, de concilier deux exigences. Celle qui nous commande, en quelque sorte, d'adopter une attitude parfois comminatoire ou directive à l'égard d'un public composé de personnes condamnées qui doivent rendre compte du respect d'un certain nombre d'obligations et ou d'interdictions, l'interdiction de tout contact avec la victime, l'interdiction de paraître au domicile de la victime, l'obligation, bien évidemment, d'indemniser la partie civile, et un certain nombre d'obligations, par ailleurs, touchant à l'exercice d'une activité professionnelle, la possibilité de formation quelconque, enfin bref, il existe un certain nombre d'obligations et d'interdictions qui pèsent effectivement sur les personnes condamnées et qui conduisent bien évidemment mécaniquement et assez naturellement les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation à exercer euh, euh, une forme de pression, ou en tout cas à exprimer une attente forte vis-à-vis de ces personnes qui doivent rendre des comptes, en sachant que dès lors que j'utilise l'expression rendre des comptes, c'est aussi celle qui nous incombe à l'égard de l'autorité judiciaire, puisqu'au fond, nous sommes mandatés par l'autorité judiciaire, auprès de laquelle, à un moment donné, nous rendons compte des conditions dans lesquelles nous avons mis en œuvre la mesure de justice. Mais par ailleurs, distinctement ou de manière articulée, effectivement, ce que la littérature est capable de mettre en évidence aussi, c'est le fait que nous avons tout intérêt à rechercher les conditions d'une alliance de travail et effectivement à se préoccuper de ce qu'il en est de la capacité de la personne condamnée à accepter pour elle-même, avec son propre libre arbitre, les conditions dans lesquelles elle va engager un certain nombre de démarches, non pas parce que le SPIP l'exige, mais parce qu'elle voit du sens, un intérêt voilà, pour sa propre position, si j'ose dire, à la suite d'une condamnation. Donc,
C'est ce pourquoi on parle effectivement du modèle herbière, c'est ce pourquoi les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation sont tous formés à l'entretien motivationnel, c'est ce pourquoi la plupart de mes personnels sont aussi formés à l'animation des groupes de parole, et c'est ce pourquoi ils ont recours à des outils qui permettent de fonder une approche aussi collaborative que possible. Voilà. Donc ça n'est pas binaire, hein, ça n'est pas monsieur veut bien s'astreindre à un certain nombre de démarches ou au contraire il ne veut pas, mais c'est comment, au terme d'un processus de l'évaluation, comment est-ce qu'on accompagne la personne en favorisant en quelque sorte son acceptation. Et je termine là-dessus, du coup j'ai été un petit peu plus long que prévu, mais euh, cela signifie qu'on n'applique pas le même niveau d'intensité de la prise en charge à l'égard des personnes condamnées. Et là aussi, nous-mêmes, dans nos propres services, à une certaine époque, nous sommes peut-être mépris sur le sens de notre propre intervention. En tout cas, à cause de la littérature scientifique a mis en évidence d'une manière absolument démonstrative le fait que si on a une personne condamnée, un niveau d'intensité important s'agissant de la prise en charge, avec en premier lieu des convocations très régulières, alors même que les besoins criminogènes en cette personne condamnée, c'est-à-dire ce sur quoi nous devons travailler pour infléchir sa situation, sa position, ne sont pas, ou si les enjeux en termes d'insertion ne sont pas majeurs, ben, au lieu effectivement de favoriser une insertion durable, au contraire, du fait d'une intensité de la prise en charge qui est exorbitante ou qui n'est pas adaptée à la situation de la personne, on crée plus de dégâts, on ne résout de difficultés. Donc, on a appris aussi dans nos services à légiférer, entre guillemets, c'est le cas de dire, sur ces sujets et à faire en sorte que l'intensité de la prise en charge soit le plus adaptée possible à la situation de la personne condamnée. Mais moi qui fais figure un peu d'ancien dans l'administration pénitentiaire, j'ai pu à un moment adhérer à cette idée que plus on oblige, plus on contraint, plus on a d'exigences à l'égard de la personne condamnée, et plus on obtiendra de résultats. Et puis je me suis rendu compte à l'expérience, et c'est ce en quoi c'est intéressant aussi d'éprouver ce genre de choses, je me suis rendu compte qu'on a affaire à des personnes qui, dans ce cas, se conforment, du moins en apparence, aux attentes qui sont les nôtres, mais en réalité n'ont pas engagé, n'engagent pas de travail véritable. En revanche, si effectivement on est à l'écoute un peu des besoins de la personne, si on est capable de graduer notre intervention, d'opérer des choix, on va travailler sur tel aspect, mais pas sur tel autre, parce que ça n'est pas le moment, parce que la personne n'est pas capable d'accueillir favorablement cette proposition, eh bien on voit que peu à peu, on peut obtenir un certain nombre de résultats. Je conclue vraiment là-dessus, dans un contexte qui est celui de la prise en charge des personnes condamnées, et où la première leçon voilà, qu'on impose à nous-mêmes en quelque sorte, c'est le fait que bon, dans cette matière, de toute façon, on a beaucoup d'échecs, beaucoup de renoncements, beaucoup de raisons de s'interroger sur le bien fondé de notre action, au regard de succès qui sont parfois un peu plus confidentiels, qu'on aperçoit moins, bon, qui nous renseignent quand même sur le fondement de notre activité. Mais voilà, on évolue dans des contextes où voilà, la prévention de la récidive est un sujet essentiel qui effectivement ferme notre action, mais voilà, dont les résultats sont forcément et toujours très aléatoires. Compléter sur ce que vous dites, monsieur Tanguy, c'est qu'effectivement, il y a énormément et sur ce que dit Mme Gauthier, il y a énormément de déni chez les auteurs de violences conjugales. C'est quand même, sur le terrain en tout cas, vraiment, je ne sais pas si dans le dispositif du réseau mixte, c'est la même chose. Énormément de déni. C'est quand même assez rare d'accompagner les auteurs de violences conjugales qui nous disent oui, oui, je l'ai frappé, hein, vraiment. Et donc, si on ne fait pas cette alliance dont parlait monsieur Tanguy, c'est pas une alliance où on va dire c'est bien de frapper quelqu'un. On n'est pas du tout là-dedans. On va essayer en fait d'abord de faire alliance, de mettre la personne en confiance en fait, pour qu'elle puisse bouger un petit peu les lignes. Parce que si on bouge pas les lignes, et ça c'est l'entretien motivationnel qui nous l'apprend, on ne pourra jamais travailler sur les pensées permissives, toutes les croyances, toutes les représentations qui vont peut-être amener à passer à l'acte. Donc c'est vraiment important, voilà, de s'adapter au mieux à la personne et de faire une alliance, ce que nous on appelle alliance thérapeutique ou alliance de travail pour les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, pour essayer justement de nouer un lien de confiance et essayer de déconstruire progressivement le positionnement de l'auteur.
Merci infiniment pour ces explications. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Il y aura bien évidemment un temps à la fin de ce webinaire pour pouvoir directement échanger avec les intervenants, intervenantes. Mais d'ores et déjà, si vous avez des questions qui vous viennent, vous les posez dans le chat et moi, je ne manquerai pas d'en faire part aux intervenants et aux intervenantes. Peut-être pour compléter un petit peu ce que vous disiez, monsieur Tanguy, comment s'articule le suivi judiciaire de l'auteur et les décisions civiles de protection des victimes et des enfants? Oui, je vais m'efforcer. Alors, je crains fort de ne pas répondre tout à fait à la question, et puis peut-être parce que Mme Gauthier, ma collègue Mme Gauthier, effectivement, ce sur quoi, en tout cas, je peux attirer votre attention, et ça permet, voilà, d'ouvrir des perspectives en termes d'échange et de prise en compte, effectivement, de la situation civile, on va dire simplement, effectivement, des personnes auxquelles nous avons affaire, enfin, des victimes et de leurs enfants. Euh, de manière systématique, les conseillers pénitentiaires d'insertion probation, alors au sein de mes services, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a un peu plus de, enfin, une soixantaine de conseillers pénitentiaires d'insertion probation, entre autres personnels, hein, qui interviennent donc au sein de 3 antennes distinctes, au sud à Saint-Pierre, à l'ouest au port, et puis ici à Saint-Denis, où nous avons aussi le siège départemental. Euh, mais les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, s'agissant en tout cas des auteurs de violences conjugales, adressent de manière systématique à la victime un courrier de l'informer de ce que l'auteur va devoir, je l'évoquais il y a quelques secondes, rendre compte du respect d'un certain nombre d'obligations et à coup sûr, en l'espèce d'interdiction, et assez classiquement, hein, je me répète, mais celle notamment qui consiste à éviter tout contact avec la victime, celle qui consiste à ne surtout pas se présenter à son domicile, enfin tous aspects qui, chacun comprendra, voilà, constitue un premier niveau, voilà, de respect des interdictions auxquelles les personnes condamnées sont tenues. Donc, les conseils pénitentiaires de probation adressent systématiquement un courrier à la victime et l'invitent, ce faisant, dans une certaine mesure, alors ça n'est pas systématique, hein, mais invite la victime à se rapprocher, le cas échéant, du service pénitentiaire d'insertion et de probation, ne serait-ce que dans certaines circonstances pour faire état précisément de difficultés. Je vous appelle parce que, alors, je vais vous prendre un exemple qui risque peut-être de vous heurter, mais malheureusement, c'est aussi la réalité au sein des établissements pénitentiaires. Vous le savez fort bien, depuis que Gérald Darmanin a annoncé des fouilles dites XXL dans tous les établissements pénitentiaires, ça a été le cas notamment au centre pénitentiaire de Saint-Denis, on a bien évidemment fait main basse sur un certain nombre de téléphones portables, et il peut arriver, ça paraît paradoxal, mais voilà, nous vivons dans un monde, dans le réel, hein, il peut arriver que des femmes victimes nous joignent en disant ce conjoint est incarcéré au centre pénitentiaire de Saint-Denis, il y est depuis plusieurs mois, et il n'a de cesse de me harceler en me passant des coups de fil à plusieurs reprises, nuit et jour. Bon, ça arrive, auquel cas, bien évidemment, on le signale à l'autorité judiciaire, on déclenche en interne, bien évidemment, une fouille systématique de façon à éventuellement mettre la main sur le téléphone portable, et l'intéressé, se faisant, voilà, n'est pas à l'abri, conjointement, si j'ose dire, d'une sanction disciplinaire et administrative au sein de l'établissement pénitentiaire, au sein de notre administration, et d'une sanction dans le tribunal correctionnel. Puis d'ailleurs, tout revient à peu près à coup sûr dans ces cas-là. Donc, soyez rassurés sur le fait qu'il n'y a pas d'impunité dans cette matière. Il y a des condamnations qui sont prononcées, et à ce sujet d'ailleurs, et vis-à-vis des auteurs de violences conjugales, que vous venez à vous cacher, à La Réunion, on a affaire à des juridictions, voilà, qui ont plutôt la main lourde, ce qui est peu la loi de mon point de vue, mais voilà, qui n'hésitent pas à condamner assez lourdement les auteurs de violences conjugales. Donc voilà, cette démarche, elle est systématique. Et puis, du côté du service de l'application des peines en particulier, ou du parquet, en fonction de la situation qui se présente, quand par exemple un auteur, je reprends l'exemple de celui qui est incarcéré au centre pénitentiaire de Saint-Denis, si ce dernier bénéficie à un moment, pour de très bonnes raisons, bien évidemment, d'une permission de sortir, le juge de l'application des peines peut aussi, enfin doit même se rapprocher de la victime afin de l'informer de ce que l'intéressé, voilà, va bénéficier d'une permission de sortir. Si, dans un autre cas de figure, l'intéressé bénéficie d'une levée d'écrou
mais fera l'objet d'une mesure de milieu ouvert suivie, exercée par mes propres services. Le juge de l'application des peines a également l'obligation d'informer la victime du fait que monsieur est qu'il reste sous main de justice, que le SPIC va exercer son mandat judiciaire à l'égard de l'intéressé, mais qu'en toute état de cause et en cas de difficulté, la victime peut tout à fait agir, réagir et faire état des difficultés auxquelles elle est exposée. Et puis, si c'est une libération définitive, une sortie, ce que nous, on appelle dans notre jargon une sortie sèche. Monsieur est libéré, il a exécuté sa peine, il ne doit plus rien à la justice, mais qu'on estime effectivement un risque parfois majeur de réitération des faits. Dans ce cas-là, le parquet, sur le fondement de listes que communiquent les établissements pénitentiaires, peut informer la victime du fait que l'intéressé voilà, sera définitivement libéré. Et ça peut conduire d'ailleurs, dans d'autres circonstances, à l'attribution d'un téléphone grave danger, bref, à des dispositifs qui vont permettre d'assurer, autant que faire se peut, la protection des victimes. Donc, je n'ai pas répondu tout à fait à la question, mais en le faisant de cette manière, bon, j'attire votre attention sur le fait que de plus en plus, ce qui n'était pas tout à fait le cas par le passé en réalité, on a des contacts, nous, services publics pénitentiaires, on a aussi des contacts avec la victime. Je le formule comme ça parce que notre mandat s'exerce à l'égard de la seule personne condamnée. C'est-à-dire que voilà, nous n'avons pas d'action explicite à l'égard des victimes ou à l'égard même, si je veux dire, de l'environnement de la personne condamnée. Celle qui nous concerne, c'est celle qui est condamnée et à l'égard de laquelle nous avons une action. Mais il n'empêche, on se préoccupe de l'environnement de l'intéressé, l'environnement familial, amical, et on se préoccupe au passage, bien évidemment, de la situation de la victime. Autant qu'il est possible. Merci beaucoup. Moi, je trouve que vous avez très bien répondu à la question. C'était extrêmement clair. Peut-être, est-ce que vous pourriez Gauthier nous voulait dire... compléter, je crois. Oh, pardon, allez-y, avec plaisir. Non, juste pour compléter concernant les obliques, parce que effectivement, dans le cadre du pôle victime, nous sommes informés de détention, qu'elles sont sèches ou des permissions de sortie, etc. Et ça peut nous conduire à, alors après, toujours après consultation de la victime, à solliciter un TGV, effectivement, pour pouvoir assurer la protection. Et juste concernant les enfants aussi, le pôle, donc du coup, parentalité, enfant parentalité de réseau vif, permet de pouvoir travailler tant auprès de la victime que de l'auteur, cette question de la parentalité-là, pour que, en fait, surtout l'auteur puisse vraiment conscientiser que l'enfant n'est plus seulement un témoin, comme c'était le cas au préalable, mais une victime à part entière, même s'il n'a pas reçu de coup de violence. Et c'est assez intéressant parce que le travail avec les auteurs concernant la parentalité est complexe, notamment quand il y a un retrait de l'autorité parentale. C'est un travail parce que c'est une dynamique, des impacts plus particuliers. Voilà. Que l'on a pu constater sur les dispositifs d'hébergement. Merci beaucoup pour ces informations complémentaires. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des difficultés que vous rencontrez dans le suivi judiciaire des auteurs et comment justement vous pouvez y faire face? Monsieur Tanguy. Là, je vais vraiment m'efforcer faire. À chaque fois, j'annonce une réponse courte et puis finalement, je suis un petit peu bavard. Mais je vais le dire très brièvement, mais on vise un peu d'introduction au fait que les difficultés dont il a été question, a fortiori s'agissant de la violence conjugale, c'est-à-dire le déni, l'inversion de la responsabilité, la minimisation, ces aspects-là, bien évidemment, fleurissent, apparaissent dans le cadre de la prise en charge qui est assurée par les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. Et j'ai tendance à considérer assez spontanément que l'un des moyens les plus sûrs de contourner ces obstacles, bien évidemment, c'est de ne pas fléchir, c'est-à-dire de remettre sans cesse l'ouvrage sur le métier à l'occasion des convocations que font les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. Et puis surtout, c'est aussi de faire en sorte, il a été question du CPCA tout à l'heure, c'est aussi de faire en sorte que les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation aient les moyens
de proposer un plan d'accompagnement de la personne. Et ce plan et d'exécution de la peine. Pour être tout à fait précis, on appelle ça dans notre jargon plan PACET, plan d'accompagnement de la personne et d'exécution de la peine, c'est-à-dire toutes les modalités, tous les leviers utiles qui nous permettent de concilier à la fois une prise en charge individuelle. Monsieur, je vais vous convoquer tous les mois. Je verrai tous les mois et vous devrez, entre autres aspects, rendre compte d'un certain nombre d'obligations, mais on abordera aussi, quant au fond, un certain nombre de auxquels vous êtes exposés. Et donc, concilier cet aspect-là, qui est un petit peu le cœur de métier, finalement, des conseillers pénitentiaires d'insertion de probation, et le recours à des modalités de prise en charge collective, ce pourquoi, en lien avec le réseau VIF, on anime le réseau VIF, d'une part, le SPIP, d'autre part, mais dans des conditions assez comparables, au fond, on anime des stages de responsabilisation qui répondent aux prescriptions des stages tels que prévus par le code pénal, s'agissant en tout cas des auteurs de violences conjugales. Donc, c'est la conjugaison un peu de ces modalités de prise en charge, le fait de pouvoir orienter vers le CPCA, au fond de la prise en charge de la personne placée sous justice, sont tous ces aspects-là qui permettent de mettre au travail sans cesse ces sujets où on a affaire à des auteurs qui, au fond, recherchent assez systématiquement le moyen de s'affranchir des responsabilités qui sont là. Merci beaucoup pour cette réponse courte et très précise. Comment vous, justement, on parlait de la récidive tout à l'heure, comment vous travaillez avec des partenaires pour éviter la récidive et en cas de récidive, comment justement le SPIP intervient? On en a beaucoup parlé, c'est-à-dire que dans un monde qui serait, alors pour le coup, très très imparfait, on pourrait imaginer que le service pénitentiaire d'insertion et de probation est omnipotent, tout puissant, assuré de régler le sort, entre guillemets, au meilleur sens du terme, des auteurs de violences conjugales. J'entends par là la promesse que ces derniers ne récidiveront pas. Mais ça, c'est un monde qui n'existe pas, c'est une prétention que je n'ai pas. Pour attirer votre attention sur le fait que le cœur du métier du SPIP ne vaut que si on est capable de s'appuyer aussi sur nos partenaires, qui parfois d'ailleurs font figure de spécialistes, alors que nous-mêmes, à certains égards du moins, sommes un peu généralistes. On n'est pas spécialiste en toutes choses, même si de plus en plus, au fond des modalités de prise en charge précises, s'agissant des auteurs de violences conjugales, s'agissant des auteurs d'infractions à caractère sexuel. Et on a aussi des modèles de prise en charge qui nous permettent vraiment d'être meilleurs au fond et d'obtenir des résultats un peu plus efficients. Mais encore une fois, notre action ne vaut que si on s'appuie sur nos partenaires et le réseau VIF en étant au premier chef s'agissant des auteurs de violences conjugales. Et c'est comme ça que, par exemple, depuis le début de l'année 2025, dans le cadre d'une expérimentation qui a été lancée par l'administration pénitentiaire, on a souhaité confier, plus et encore, si je veux dire, c'était déjà le cas auparavant, au réseau VIF le soin de mettre en œuvre des stages de responsabilisation vers lesquels on oriente nos publics, mais en considérant qu'au fond, le réseau VIF a une capacité intrinsèque à mener à bien ces stages. Moi, je fais en sorte que mes propres personnels s'en préoccupent aussi, qu'ils soient capables de les animer par eux-mêmes. Et tout mon propos est de considérer que c'est l'addition de nos forces qui rend compte d'une puissance de frappe, d'une capacité à regarder les auteurs de violences conjugales comme représentant une réalité dramatique dans un département comme nous. Quand vous allez au sud du département, pour faire un peu court, c'est un peu une caricature, mais à part les violents conjugaux et les auteurs de débats routiers, il y a beaucoup maintenant les sujets en lien avec la toxicomanie. La Réunion est pénétrée de toutes parts par des problèmes de toxicomanie et de trafic de stupéfiants. Mais au sud du département, l'essentiel du contentieux, il y a quand même à voir avec les violences intrafamiliales, pas que les femmes qui sont dans le coup, mais aussi les enfants qui sont souvent dans le côté, et puis les délits routiers, alors souvent en lien avec une prise d'alcool excessive, mais du côté de Saint-Pierre, c'est que ça, quoi. Donc
Voilà, d'où l'intérêt de mobiliser nos ressources respectives. Par exemple, si sur le volontaire, la majorité des saisines budgétaires engagées viennent des équipes. C'est que de toute façon, il y a des étroits, et notamment sur le navire. Oui. Donc, le navire, c'est un dispositif de placement à l'extérieur, unique dans le département. L'idée, c'est de pouvoir proposer à des personnes placées sous main de justice une mesure d'aménagement, peuvent bénéficier d'un accompagnement, d'une prise en charge globale, éducative, psychologique et puis socio-professionnelle aussi. En général, le socio-professionnel fait partie de spécialité. C'est vrai que c'est très sec, mais du coup, l'idée, c'est de pouvoir générer chez les personnes adultes, au-delà d'un travail sur le passage à l'acte, les violences conjugales, le travail de conscientisation, mais également tout un travail d'autonomisation et d'autonomisation sur la situation, de reprise d'une vie professionnelle, d'une vie sociale, pour permettre une sortie, une chaîne de peine en tout cas, la plus étayée possible. Et donc là, depuis l'ouverture du dispositif en mai 2025, nous avons eu beaucoup d'orientations du SPIP, puisque les orientations se font essentiellement par le SPIP. Et puis le travail est conjoint. Même si c'est difficilement quantifiable, parce que difficilement quantifiable d'évacuer les effets sur la personne humaine. C'est ça, c'est impossible, je pense. En tout cas, on peut constater des cheminements. Voilà, c'est plutôt ça. On constate des évolutions dans le cheminement des personnes accompagnées. Merci. Merci beaucoup, Madame Gauthier. Peut-être pour vous laisser la parole, est-ce que vous pouvez justement nous parler du programme d'accompagnement que vous avez mis en place au sein du CPCA et qui favorise un réel engagement des auteurs, et quelles sont les clés justement de cet engagement? Alors, sur les programmes, sur Je passe trop vite. C'est bon. concernant le CPCA, tous les professionnels sont formés, et puis ça fait partie de leur socle de métier, puisque ce soit les éducateurs spécialisés, la psychologue clinicienne ou la juriste, il y a la maîtrise des techniques d'entretien, un petit peu comme ce que vous avez pu dire, monsieur Tanguy, mais du coup, ça fait partie de leur mission intrinsèque. Et donc, du coup, c'est tout ce qui se joue dans l'accompagnement. Mais je pense que l'accompagnement auprès des auteurs de violences conjugales nécessite une qualité dans l'entretien, une qualité d'écoute, une qualité de déconstruction aussi, y compris pour le professionnel. Voilà. Y compris pour le professionnel, et puis de prise de recul. Donc ça fait partie des clés pour mener à bien nos missions. Concernant le CPCA aussi, ce qui est intéressant, c'est d'avoir plusieurs actions, qu'elles soient individuelles, les entretiens individuels, les actions collectives, donc les stages de responsabilisation, mais également les groupes de parole qui se font en plusieurs séances, puisqu'on connaît l'efficacité des groupes de parole
des actions collectives dans le cadre des stages, mais ça, ça permet de générer quand même des conduites et des positionnements qui bougent, qui évoluent, avec des membres dans le groupe qui peuvent permettre une forme de, je sais pas le terme, de résonance, oui, c'est ça, de résonance, d'évolution, de, oui, de résonance, c'était ça, exactement le terme. Voilà, après, c'est comme j'ai pu dire tout à l'heure, c'est un travail de longue haleine. Donc, parfois, il y a des allées, des retours, une personne peut verbaliser une évolution avec une évolution quant au déni, notamment, avec une reconnaissance des faits, et pour autant, sans pousser l'entretien à avoir une posture totalement différente. Mais c'est ça l'accompagnement de toute façon des tuteurs, c'est pouvoir composer avec ça. Je vais répondre à la question au longuement. Merci beaucoup. Et moi, j'aurais une petite question. Je pense que les professionnels qui sont connectés là aujourd'hui peuvent être confrontés justement à être en contact avec des agresseurs, avec des auteurs de violences au sein du couple. Quels conseils vous leur donneriez en termes de posture face à ces hommes? Question pas facile, je le conçois. C'est pas facile. C'est complexe. C'est complexe. En fait, à part, je dirais. En fait, je dirais, parce que moi, je suis de formation éducatrice spécialisée spécialement. Et je pense qu'il ne faut pas tant changer de posture entre différents publics. Par contre, ça nécessite de s'informer, de connaître, de se documenter, de s'enrichir sur le plan des connaissances et de ce qui se joue dans le psychisme des profils que l'on accompagne. Après, la qualité d'écoute, la déconstruction, et puis compléter, parce que c'est pas une question simple. Hein. Je pense que c'est comme, pardon, hein, mais du coup, c'est assez compliqué de répondre à cette question, parce qu'en plus, on ne connaît pas spécifiquement l'auditoire, avec quel type de profil ils ont affaire, dans quel contexte, etc. Du coup, je rejoins complètement Madame Gauthier sur le fait que, voilà, une posture classique de professionnels qui travaillent dans le champ social ou autre, à savoir une posture, en tout cas pour ceux qui sont hors champ judiciaire, voilà, effectivement, d'écoute, etc. Et je trouvais que la remarque, Mme Gauthier, était très pertinente, à savoir que plus on a de connaissances sur le fonctionnement finalement de la violence conjugale, le fonctionnement des auteurs de violence conjugale, et plus nous, on déconstruit aussi nos propres représentations, et donc plus on va s'ajuster finalement en entretien quand on est face à des agresseurs, parce que c'est le terme que vous utilisez, à des auteurs de violences conjugales. Mais le conseil, c'est vraiment de s'informer, de lire. Il y a énormément de littérature scientifique, parce qu'elle est majoritairement anglophone, si on veut vraiment être très pointu et à la page et à jour. Mais il y a quand même beaucoup de choses intéressantes à lire sur ça, et je pense que ça aide à avoir une posture adaptée. Oui, je pense et ça nécessite aussi de déconstruire, par exemple, sur les auteurs. Alors là, sort un petit peu du sujet, mais sur les auteurs de violences sexuelles, ça nécessite de déconstruire la simple vision, en tout cas celle qui a été pendant longtemps donnée, que ce soit dans les médias ou autres, de la personne qui commet l'acte dans sur une victime inconnue, parce qu'on sait par exemple que les violences sexuelles se commettent en majorité par une personne de l'entourage connue. Mais il en est de même pour les violences conjugales. Je pense qu'il est nécessaire d'entamer un travail de déconstruction, y compris de la part des professionnels, mais même de la société aussi, pour pouvoir voir exactement quelles sont les évolutions
et quels sont les faits les plus positifs. Oui, et justement, pour compléter le propos de Mme Gauthier, euh, la domination patriarcale telle qu'elle est exposée dans le mouvement sociologique féministe, elle existe clairement chez certains profils d'auteurs de violences conjugales, elle n'est pas systématique. Elle n'est pas systématique, c'est pour ça je vous ai présenté le modèle scientifique consensuel, c'est-à-dire admis par la communauté scientifique de manière majoritaire à ce jour, après X années de recherche scientifique. Ça existe, il y a vraiment des profils d'auteurs, comme on l'a vu, qui sont dans le contrôle coercitif, qui sont dans ces aspects vraiment stéréotypés de représentation de la femme, etc. Là, on va devoir aller construire ces idées-là. Mais tous les auteurs ne sont pas dans ces fonctionnements. Ça aussi, ça fait partie des représentations qu'on peut avoir dans l'opinion populaire. On se dit, en fait, c'est tous voilà, des personnes voilà, qui ont l'image de la femme dégradée, etc. Bah, pas nécessairement. Pas nécessairement. C'est plus complexe que cela et c'est plus hétérogène que cela. Merci beaucoup. Alors, c'est le moment des questions. Donc, n'hésitez pas. On n'a pas eu de questions dans le chat jusqu'à présent. Donc, c'est le moment. N'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez poser votre question directement de vive voix ou si vous préférez écrire dans le chat pour voilà, des questions que je n'aurais pas posées et auxquelles je n'aurais pas pensé. N'hésitez pas, c'est le moment. Je vous laisse quelques instants si le temps d'écrire ou le temps de lever la main. Dans le même temps, Cathy, on invite aussi l'ensemble des participants à scanner le petit QR code pour nous faire part de votre satisfaction. On a fait très attention à voir comment ajuster, c'était le dernier webinaire, mais je vous expliquerai ensuite des perspectives. Donc, on est très attentif à savoir quel a été le ressenti et vos réactions au webinaire. Donc, vous pouvez prendre aussi le temps de scanner et remplir rapidement le petit questionnaire pour qu'on puisse toujours s'améliorer. Alors, on attend quelques instants pour voir s'il y a des questions. Je ne sais pas si entre-temps, vous voulez compléter, ajouter des choses par rapport à vos interventions. En espérant qu'il y a encore des gens. Mais il y a encore 30 personnes. Il y avait une slide sur la récidive. Je ne sais pas si vous pouvez la remettre, Cathy. Juste peut-être pour compléter le temps que les questions viennent, en espérant qu'elles viennent. Donc, effectivement, les chiffres sur la récidive, les chiffres issus des sources judiciaires, sont de l'ordre de 15 à 30% de récidive chez les auteurs de violences conjugales. Ce sont issus de méta-analyses, c'est-à-dire une combinaison d'études scientifiques les plus robustes, nous permettent d'avoir des chiffres assez solides en matière de récidive. Comme je le disais en amont, ceux qui récidivent le plus, ce sont ceux qui ont des traits antisociaux et qui sont dans le contrôle coercitif à juste titre. Quand j'ai formé mes collègues conseillers pénitentiaires d'insertion et probation, ils étaient un peu choqués des chiffres parce qu'après, si on creuse les chiffres, il y a quand même 1 personne sur 5 qui porte plainte. C'est-à-dire qu'il y a 4 personnes sur 5 qui portent plainte pour les violences conjugales. Donc forcément, on imagine que la récidive est peut-être beaucoup plus élevée que ce que nous disent les sources judiciaires, mais néanmoins, il faut retenir, et c'est ce que je disais à mes collègues quand je les formais, c'est que je me suis amusée avec l'intelligence artificielle, avec les chiffres issus des études, savoir combien on sauve de victimes en fait. En moyenne, avec le chiffre issu des sources judiciaires, on sauve 30 à 40 victimes par an, nous, au SPIP de La Réunion. Moi, je trouve que le chiffre, c'est bête de donner un chiffre peut-être, mais c'est pour signifier que même une victime de sauver, le jeu en vaut la chandelle, à savoir que l'accompagnement, quand même, il porte ses fruits, bien sûr pas avec tous les auteurs, on n'est pas, comme le disait M. Tanguy, dans le monde des bisounours, clairement, la réalité nous rattrape, mais néanmoins, il y a des accompagnements qui fonctionnent, il y a des prises en charge qui fonctionnent, et donc ça fait des victimes en moins, et c'est ça qu'il faut retenir, plutôt le côté, moi j'ai tendance à voir le verre à moitié plein, plutôt qu'à moitié vide, et quel que soit le type d'accompagnement, même s'il y a des récidivistes, etc., il y a quand même des victimes derrière qui sont épargnées et sauvées grâce à la prise en charge des auteurs de violences conjugales. Moi, j'ai peut-être une question à ça par d'autres. Quel est votre point de vue
comme ça, l'outil justice restaurative, c'est vrai qu'on en parle pas du tout. Et je pense qu'avec les violences au sein du couple, ça peut être peut-être un outil. Est-ce que vous l'utilisez? Comment? Voilà. Est-ce que vous dites que c'est quelque chose qui peut vous parler ou voilà, vous m'en dites sur, Alors, moi, vraiment, enfin, très rapidement, oui, je vous le confirme, mais depuis l'époque, somme toute assez récente, où c'est l'article 10, où en cas la justice restaurative elle est entrée dans le code pénal, oui. Euh, les services pénitentiaires d'insertion et de probation. je vais reposer la question parce qu'a priori, moi aussi, j'aurais le micro sur le plus fort, mais c'est de pas la voix. En gros, la question, je voulais savoir quel était le point de vue et de résoudre sur l'outil justice restaurative au niveau de la réunion. Est-ce que c'est passé? Ouais. On dit, a priori, on s'entend très bien. Bon, oui, je disais, enfin, vraiment, de manière un peu générale, mais oui, nos services depuis plusieurs années. Alors, c'est le cas du SPIF de la Réunion. Moi, quand j'y ai pris les fonctions, entre autres aspects pardon, j'ai fait le constat du fait que voilà, un certain nombre parmi nos agents se consacrent à la justice restaurative, alors qui est une activité, enfin, je ne sais pas trop comment la qualifier, enfin, d'une manière absolument positive, parce que moi j'ai une espèce de conviction à ce sujet, mais au regard des activités qui sont les nôtres, c'est parfois un aspect un petit peu connexe, parfois même la réalité des charges de travail qui sont les nôtres nous conduisent non pas à réinterroger le bien fondé de la justice restaurative, mais des capacités à l'investir dans de bonnes conditions. Mais effectivement, c'est le cas. On a ce qu'on appelle des médiations restauratives. Hein. Là, c'est un face-à-face, en quelque sorte. Ça s'applique effectivement à une personne condamnée. On a des rencontres condamnées victimes. Et par exemple, alors, j'allais dire que bon nombre de nos personnels, alors c'est pas la majorité d'entre eux, hein, mais j'ai eu l'occasion de diriger d'autres SPIC par le passé. Je me souviens notamment dans l'Oise, nous avions été un petit peu précurseurs et nous avions mis en place une rencontre condamnée. Effectivement, des personnes condamnées, en l'occurrence à l'époque, il s'agissait en effet de violences conjugales, je crois, j'ai un doute, face à des victimes, alors non pas les leurs, hein, bien évidemment, mais des victimes de la même typologie de fait. Voilà. Donc, on, se consacre dans une certaine mesure à la justice restaurative. Et par exemple, c'est tout à fait d'actualité, on vient de proposer à nos personnels la possibilité de participer à un module 2. Il y a plusieurs modules préalables, de façon qu'un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation puisse être co-animateur d'un dispositif. Le module 1 introductif, le module 2 qui autorise, autant que je me souvienne, la possibilité de co-animer un certain nombre de dispositifs. Et on travaille ce faisant en lien avec l'IFJR, l'Institut français de justice restaurative, voilà, qui dispense des formations voilà, dont la maquette est parfaitement bien identifiée, qui sont précis. C'est un outil probant, hein, les études scientifiques en Canada et surtout, notamment au Canada, une mesure d'efficacité de la justice restaurative qui est vraiment un probant en matière de lutte contre la récidive, notamment pour les auteurs de violences sexuelles et les auteurs de violences conjugales. Et récemment, moi, j'ai monté un programme pour les auteurs de violences sexuelles, mais néanmoins, certains ont participé à des modules de justice restaurative. Ils en sont sortis vraiment transformés. Vraiment, il y a une rupture quasiment dans le discours de certains. De voir une victime s'effondrer 30 ans après 30 ans après les faits dont elle a été victime, ça les a vraiment questionnés. Et parfois, ça résonne avec leur parcours, parce qu'eux-mêmes, souvent, ont subi de la victimisation.
faire des cas. Donc, c'est vraiment un outil probant. C'est vraiment chouette que vous ici à La Réunion qui a sa place et qui fonctionne plutôt bien. Merci beaucoup pour ces compléments. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions, donc n'hésitez vraiment pas. Il reste encore quelques minutes si vous avez des questions, soit en levant la main, soit en la posant directement dans le chat. Et n'oubliez pas de scanner le questionnaire de satisfaction pour ce dernier webinaire, comme vous l'a dit Élodie. Oui. Il y a Madame Gauthier. Alors, on a toutes les deux des voix qui ne passent pas trop bien dans les micros, a priori. Et voilà, par là-bas, je ne sais pas. Mais, Madame Gauthier, vous voulez compléter sur la justice Pardon, on impérative. n'entendait pas. Désolée. Non, il n'y a pas de souci. C'est bon, là, vous m'entendez bien? Oui, parlez bien fort. Ok, je vais faire au mieux. Non, je rejoins totalement Madame de Jonquière et Monsieur Tanguy sur le caractère probant de la justice restaurative. Et puis ça commence à être prouvé sur différents territoires en plus. Concernant Réseau Vif, on a 2 professionnels formés à la justice restaurative, dont une professionnelle qui a fait l'intégralité des modules, dont vous parliez, M. Tanguy, et qui anime donc du coup des groupes. Voilà. Et effectivement, ça fait partie des actions que l'on considère nécessaires et importantes dans l'accompagnement des familles à transaction violente, parce que c'est un réel outil je pense, ce que tu disais d'avancée, de cheminement, qui va permettre à l'auteur de se décaler sur C'est bon, on m'a bien entendu. Oui, on vous a bien entendu. En tout cas, nous, de notre côté, on a très bien entendu. Merci beaucoup. On arrive à la fin de ce webinaire. Je vois qu'il n'y a toujours pas de questions, donc je pense qu'il est temps de conclure. Un immense merci à vous trois, à nos intervenants, intervenantes. C'était extrêmement clair, très précis et je vous remercie infiniment du temps que vous nous avez accordé. Un merci à toutes et tous de vous être connectés. N'hésitez pas à regarder en replay l'intégralité de cette série de webinaires, dont celui-ci qui sera bientôt en ligne, certainement dans la semaine. Et je laisse le mot de la fin à Élodie. Merci à vous à tous. Merci à nos interlocuteurs d'être parmi nous et d'avoir pris ce temps pour clôturer qui est pas des choses que Kelsey a dit. En plus, ça m'a fait très, très bien. Mais vous noterez que la prochaine rencontre de la communauté serait programmée pour fin avril. On reviendra vers vous très rapidement pour vous confirmer tout cela. Ça fera 1 an exactement que la on espère que par ces cycles webinaires, on aura contribué la mise preuve de la DRDFE qui sont participés à faire grandir cette communauté et à mieux partager cette connaissance de ces violences, de ces thématiques de violences au sein du couple. Et maintenant, n'hésitez pas à nous faire remonter par les différents canaux, par des avars, par téléphone, et vos idées, site de webinaire, donc là, le site de cette lecture, il sera bien sûr encore et encore en replay sur la playlist de la méthode, n'hésitez pas à le partager. On est toujours en réflexion que l'idée de ce type de webinaire, c'était de faire un tour, alors non exhaustif, mais le plus large possible sur cette thématique. Si vous voyez, si vous sentez en fait, j'ai déjà des questions, mais peut-être que les focus plus sur les violences psychologiques, c'est une partie studieuse, ou peut-être que sur justement sur la justice restaurative, et je pense à rien. L'idée, c'est de lancer un petit brainstorm entre nous dans la communauté pour nous dire, ben voilà, peut-être qu'on irait aller encore plus loin sur cette thématique.
pas forcément sous forme de webinaire, mais en tous les cas, ça permet encore de dire merci à l'ami prof. Et je sais, on va déjà un petit peu discuté avec l'équipe, on va continuer à travailler ensemble et continuer à travailler avec des tous et des tous, grandir cette communauté et n'hésitez pas, encore une fois, à nous faire des retours pour qu'on puisse ajouter l'accompagnement à l'animation de cette communauté. Merci vraiment à toutes vos tous, à très bientôt et bonne fête. Bien sûr, alors je vais faire la petite blague quand même. Si après les fêtes de Noël, vous ne savez pas quoi faire, voilà, vous partagez la liste des replays webinaires et je vais vous les repasser. Comme ça, on fait grandir encore et encore la diffusion de ces contenus qui je l'espère, vous auront apporté beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.